il y a 40 ans, la gériatrie a été créée, pas parce qu'on avait anticipé le vieillissement de la population, mais parce que sont arrivés dans les services d'urgence des personnes âgées polypathologiques, souvent atteintes de démence sévère et très dépendantes. Et personne ne savait, voulait ou pouvait s'en occuper. Donc on a créé à distance des CHU, des services de gériatrie, qui étaient d'abord des longs séjours, puis qui sont devenus des moyens séjours, puis des courts séjours, puis toute une filière gériatrique qui, en comptant les EHPAD, correspond à 1,6 fois plus de lits que toutes spécialités confondues, mais on intervient encore trop tard. Alors c'est vrai que la dépendance, il faut s'en occuper, et c'est l'honneur de la gériatrie de l'avoir fait, mais on intervient trop tard pour être vraiment efficace. Était venu me voir il y a quelque temps l'ambassadeur de Chine à Paris, qui avait été nommé par le président Xi pour concevoir le vieillissement. Je lui ai dit, ne faites pas ce qu'on a fait dans les pays occidentaux, d'attendre que les sujets soient dépendants, mais au contraire, agissez plus tôt. Et si on considère le vieillissement comme un escalier où en haut on est robuste, en bas on est dépendant, notre système de santé qui est centré sur les pathologies, il nous amène à dégringoler l'escalier. Une fois qu'on est en bas, on arrive aux urgences, à l'hôpital, puis en EHPAD. Et en EHPAD, on revient aux urgences, ce qui est à la fois un drame humain, un coût économique considérable, et on n'a plus les ressources humaines pour s'en occuper. Donc ce qu'on propose maintenant, c'est agir dès que les personnes sont en haut de l'escalier, regarder quand ils descendent une marche, est-ce que c'est dû à un problème social, un problème médical, un problème environnemental, et voir comment est-ce qu'on peut agir pour continuer à rester en haut de l'escalier. Alors, pourquoi est-ce que de nos jours c'est le bon moment? Nous allons passer environ 30% de notre vie après 60 ans, et nos sociétés n'ont jamais été confrontées à ce phénomène. Ça peut être une chance si on a un vieillissement actif, productif, en bonne santé, une catastrophe si on continue à aller massivement vers la dépendance. On sait d'autre part qu'il est possible d'agir. Alors on a une définition du bien vieillir, et vraiment il faut qu'on fasse tout en fonction de cette définition du bien vieillir, qui est celle de l'OMS. Bien vieillir, c'est garder nos fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Donc il faut qu'on ait une... Bien vieillir, ce n'est pas ne pas avoir de maladie. À un certain âge, tout le monde a des maladies ou des facteurs de risque importants, mais ce qu'il faut, c'est maintenir nos fonctions pour pouvoir continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est essentiel, on doit toujours savoir à l'esprit. Et on sait maintenant que les seniors qui ont 70 ans ont la capacité intrinsèque, c'est-à-dire la somme de ces fonctions, des personnes qui avaient 60 ans il y a à peine 10 ans. Et ça, c'est très important. Les progrès qu'on a eus de la longévité dans le passé, ça a été des progrès qui ont été dus au progrès de la société, au progrès de l'éducation, au chauffage, à l'électricité, à l'assainissement de l'eau. Mais là, on observe des progrès rapides en 10 ans. Donc ça veut dire que par la médecine, on peut agir, par le mode de vie, on peut agir, par le lifestyle, on peut agir. Donc on a des moyens d'agir, et là, on en a une preuve. Et notre objectif, au sein de l'IHU, et qu'on peut partager ensemble, c'est que dans 10 ans, les personnes qui auront 80 ans doivent être comme les personnes qui avaient 60 ans il y a 10 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est atteignable, et c'est un objectif qu'on peut avoir. Certains disent, on se dit, quelle va être la grande révolution? Est-ce que ça va être l'intelligence artificielle, les robots? Ça risque d'être cette longévité en bonne santé, c'est-à-dire les personnes de 80 ans qui sont comme les personnes de 60 ans, et de nombreuses personnes arriveront jusqu'à 100 ans, tout en restant autonomes. Là, on n'est pas dans le transhumanisme. Ce qu'on veut simplement, c'est ces années qu'on a gagnées, qu'on les passe bien, et c'est quelque chose qui est possible. Alors, on a des opportunités, car les seniors aujourd'hui, ils ont tous vécu la dépendance chez un proche. Ce n'était pas vrai avant. Ils savent qu'ils peuvent vivre plusieurs décennies en bonne santé, ils le demandent. D'autre part, on a des travaux qui montrent que ça peut être un gain considérable pour notre société. Il y a un travail qui a été publié dans Nature Aging qui montre qu'une année d'espérance de vie en bonne santé, de gagner, c'est 36 trillions de dollars. Avec les trillions, je me perds, mais des milliers de milliards de dollars qui seraient réinjectés dans l'économie, ce qui peut être une solution vis-à-vis des déficits et du manque de croissance, surtout dans une population qui est en dénatalité. Et d'autre part, les progrès de la géroscience, dont on va reparler, qui vont nous permettre de mieux comprendre les mécanismes biologiques du vieillissement pour trouver des solutions. Il faut se méfier contre les dogmes. Pendant longtemps, on a dit c'est la sénilité. Pendant longtemps, on a dit lui, il est plus capable de travailler. Lui, il est plus capable de faire ça. Comme on disait il y a 60 ans, les femmes ne sont pas capables de travailler. Donc il faut lutter contre ces dogmes et contre cette ségrégation avec l'avance en âge qui n'a plus lieu d'être citée maintenant en France. Malheureusement, elle y est encore dans nos pays latins. Elle ne l'est plus dans les pays anglo-saxons. Il faut agir à ce niveau-là. Enfin, les cliniques de la longévité, il s'est créé, certains disent 3000,
en faisant des recherches près de 1000 cliniques de la longévité l'an dernier dans le monde, mais souvent hors cadre académique. C'est le plus souvent des initiatives privées. Il faut qu'il y ait un cadre académique pour cette longévité en bonne santé. C'est pour ça qu'on a fait voter hier un rapport de l'Académie nationale de médecine sur l'approche clinique de la longévité en bonne santé. Donc les travaux que je vous ai montrés qui montrent que les personnes qui ont 70 ans aujourd'hui ont la capacité intrinsèque des personnes qui avaient 60 ans il y a 10 ans, aussi bien en Chine qu'en Europe, ici une cohorte en Angleterre, avec une amélioration de la capacité intrinsèque globale, amélioration de l'état psychologique, locomoteur, au niveau des fonctions cognitives. Donc vous voyez des éléments. Et cette publication dont je vous parlais, de Nature Aging, qui montre que c'est une des solutions pour réinjecter et améliorer notre économie. Alors la géroscience. Le concept de géroscience, vous le voyez, quand on avance en âge, les pathologies augmentent. Et on a toujours dit que le vieillissement est le principal facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Et beaucoup de moi-même, y compris le professeur Dubois et d'autres, on a écrit que c'est le principal facteur de maladie d'Alzheimer, mais il est non modifiable. Et là, on s'est trompé. Parce que ce qui est non modifiable, c'est notre âge civil. Mais notre âge civil, il explore le temps qu'on a passé sur Terre. On a 40 ans, on a passé 40 ans sur Terre. On a 80, on a passé 80 ans sur Terre. Mais il n'explore pas le processus biologique du vieillissement. Et c'est ce processus biologique qui va être à l'origine des pathologies liées au vieillissement, telles que la maladie d'Alzheimer. Quand on pourra mieux le comprendre, cela va ouvrir des thérapeutiques pour des nouvelles molécules. Et c'est ainsi que Google vient de créer le centre de recherche Calico, que Amazon a créé le centre de recherche Altos, qui travaille notamment dans ce domaine de la biologie du vieillissement. Donc vous voyez, le vieillissement, de façon culturelle, on a parlé des comorbidités, du lifestyle, de l'environnement, de la génétique, mais le processus biologique, on a fait comme s'il n'existait pas. Et dans nos facultés de médecine, on ne nous a pas expliqué la biologie du vieillissement. Et on ne nous a pas expliqué la biologie du vieillissement dans les pathologies. Et du fait des progrès qu'il y a maintenant dans la recherche fondamentale, avec l'intelligence artificielle, avec l'omics, on va avoir des progrès. Il y a un grand programme du National Institute on Aging qui vise, un programme Project, qui unit tous les grands instituts de recherche aux États-Unis, qui vise à voir comment est-ce qu'on peut mesurer les cellules sénescentes in vivo chez l'homme, faire une cartographie de où elles sont et voir comment est-ce qu'on peut empêcher leur sécrétion ou les faire disparaître grâce à des traitements qui sont les sénolytiques, dont des travaux également dans la maladie d'Alzheimer et dans d'autres pathologies. Donc sans doute que les cellules sénescentes, ça va être une voie dans le domaine de la géroscience dont on parlera à peu près autant qu'on parle des cellules cancéreuses dans le cancer. Donc là, il y a des travaux très importants qui sont actuellement en cours. Et vous voyez ici ce économiste qui dit « Agir sur la biologie du vieillissement fait maintenant l'objet d'une recherche sérieuse ». Et vous voyez les grandes revues telles que le JAMA qui ont des papiers maintenant sur la géroscience, Translational Review, où ils font le point des connaissances dans ce domaine. Un exemple que je vais vous donner, c'est la GDF15. La GDF15, qui est une protéine qui augmente avec l'avance en âge, qui peut être à l'origine de perte de mobilité et de troubles de l'appétit, d'anorexie. Il y a des travaux qui ont été réalisés dans la cachexie du cancer, où un laboratoire pharmaceutique a mis au point un anticorps monoclonal qui bloque la GDF15, et on s'aperçoit qu'on augmente l'appétit et le poids chez ces patients cancéreux qui ont une cachexie. On a vu que les sujets qui étaient fragiles présentaient une élévation de la GDF15. Donc ça ouvre des perspectives thérapeutiques avec des anticorps monoclonaux qui permettraient à ce moment-là d'améliorer l'appétit et de lutter contre la fragilité. Donc les travaux sont à faire, mais ça vous montre que la géroscience n'est pas quelque chose d'uniquement théorique, c'est quelque chose qui se développe, dont on aura des résultats dans les années qui viennent. Et ici, c'est un travail qu'on a réalisé, qui a fait la couverture de Nature Aging sur une cloque de la capacité intrinsèque à partir de la cohorte INSPIRE-T de l'IHU, qui est une cohorte de 1000 patients conçue pendant 10 ans pour travailler notamment sur l'âge biologique et ses conséquences au niveau du vieillissement. Alors, le programme ICOP, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, pour l'OMS, bien vieillir, c'est garder nos fonctions pour pouvoir continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Et il y a 6 fonctions qui sont essentielles, qui ont été retenues par l'OMS: la mémoire, la mobilité, la nutrition, l'audition, la vision et la psychologie, notre bien-être psychique. Et le but du programme ICOP, c'est de pouvoir repérer ces fonctions, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on perd une de ces fonctions pour pouvoir les maintenir et rester en haut de l'escalier dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le I de ICOP qui veut dire intégrer. Jusqu'à maintenant, tout cela était en silo, on allait voir l'ORN, on allait voir l'ophtalmo, mais on n'avait pas cette approche intégrée qui est essentielle. Pour le bien vieillir,
je ne vois pas actuellement d'autres approches pratiques aussi bien validées, étendues au niveau international que le programme ICOP. Je n'en vois pas d'autres. S'il y en a une autre, comme on la montre, mais je n'en vois pas d'autres actuellement. Donc il faut la mettre en place rapidement. Alors vous voyez ici, c'est un certain nombre de fonctions qui sont faciles, notamment pour l'appétit. Ce qui est important, c'est la perte d'appétit pour la vitalité. Garder un bon appétit quand on vieillit, c'est une bonne chose, bonne source de vitalité. Pour la mobilité, c'est le temps qu'on va mettre pour se lever 5 fois d'une chaise. C'est des marqueurs qu'on doit connaître, comme on connaît notre tension artérielle, notre taux de cholestérol, notre glycémie. On doit pouvoir connaître notre capacité intrinsèque. On peut la mesurer gratuitement avec l'application ICOP Monitor que tout le monde peut télécharger, qu'on soit professionnel de santé ou senior, dès 50 ans. Et on peut ensuite réaliser le télésuivi, de sorte que la médecine digitale va nous aider à pouvoir mettre en place cette médecine de la longévité en bonne santé. Vous voyez des données sur 112 000 personnes, il y en a actuellement près de 130 000, moyenne d'âge 72 ans, 60% de femmes, 48% d'hommes, 17% qui n'ont pas d'anomalie, donc qui sont déjà dans une trajectoire de vieillissement en bonne santé, certaines qui ont quelques alertes, il faut essayer de comprendre pourquoi. Là, c'est les alertes, elles ne seront pas toutes validées, ou des fois elles sont connues au niveau de la mobilité, au niveau du bien-être psychique, de la nutrition. Ça, c'est 16% des personnes qui perdent du poids sans qu'on le voie. Et donc, ICOP permettra de le voir et de référer aux spécialistes les patients au bon moment, suffisamment tôt. Donc, ICOP, souvent on se dit, ça va entraîner trop de patients dans les consultations. Si on regarde dans les consultations, on a des patients qui prennent rendez-vous qui ne viennent pas, on a des patients qui viennent toujours pour la même chose, il y a des patients qui viennent trop tard, et donc il y en a qu'à peu près un tiers qui viennent au bon moment. Et ça nous permet d'augmenter le bon patient au bon moment à son médecin traitant. Et vous voyez ici l'auto-évaluation qui se développe. On est à plus de 25% d'auto-évaluation. On a les références scientifiques des publications dans le Lancet Longévité, la Société américaine de gériatrie qui a repris les travaux avec ICOP Monitor. Et vous voyez cet aspect intégré. Plus vous avez d'anomalies, ici en C3, les gens qui ont 3 alertes au niveau d'ICOP, le risque vraiment de devenir dépendant et de perdre l'autonomie est très important. Donc il faut agir vite. La capacité intrinsèque est est un élément plus prédictif de perte d'autonomie, de fragilité, de morbidité, de mortalité que les pathologies. Et ici, on peut calculer le score composite de la capacité intrinsèque. Vous connaissez tous les courbes de croissance chez les enfants. On peut avoir des courbes du bien vieillir. Donc cela a été publié dans Nature Aging à partir toujours de la cohorte Inspire-T et des travaux qu'on a dans Inspire-Care. Donc, vous voyez, quand vous êtes les hommes ou les femmes, quand vous êtes dans le 50e percentile, on a un vieillissement qu'on va dire usuel. On est au-dessus, on est dans le bien vieillir. On est en dessous, par contre, on a plus de risque d'autonomie. Donc, il faudrait que tous, on puisse connaître notre score global de capacité intrinsèque, c'est-à-dire le résultat de votre vue, de votre audition, de votre mémoire, de votre bien-être psychique, de votre nutrition, de votre mobilité, ce qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut connaître là avec l'application et le programme ICOP et suivre où on en est avec le temps. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important. Toutes les formations sont en ligne, donc on peut aller très vite. Ce qui est important, c'est de développer des plateformes de suivi, notamment des anomalies. On a un programme qui est en cours au sein de l'IHU, qui est le programme ICOP Trial, qui vise à voir quel est l'impact health économique. Pour l'OMS, le programme ICOP, c'est une somme d'évidence-based medicine. Donc, il y a eu suffisamment de preuves pour pouvoir le recommander. Et c'est rare quand l'OMS peut recommander un programme. Il faut qu'il passe, ça a pris 3 années de passer devant des commissions. Par contre, l'impact health économique va changer selon les systèmes de santé. C'est pour ça qu'on a ce programme qui est en cours chez 1000 patients qu'on va suivre pendant 3 ans, plus après 3 années complémentaires. Alors, l'approche clinique de la longévité. Je vais terminer sur ces quelques diapositives. C'est un rapport qu'on a présenté avec le professeur Laurent Ballardy hier, ici, à l'Académie nationale de médecine. C'est le résultat des travaux entre l'Académie nationale de médecine, l'IHU Health Edge, le National Institute on Aging, avec Lucio Ferrucci, qui en est le directeur, qui doit venir nous rejoindre au sein de l'IHU au mois de juin, le Buck Institute, avec les équipes de John Newman et d'Éric Vertin, et un certain nombre d'universités dans le monde. Et le but, je vous ai dit qu'il y a des milliers de cliniques qui se créent, mais surtout dans la sphère commerciale, ce qu'il nous faut, c'est une référence académique.
et notamment qu'est-ce qui est raisonnable et nécessaire de faire pour acquérir une longévité en bonne santé et accessible au plus grand nombre, pas simplement à un certain nombre de personnes qui peuvent se l'offrir. Et donc, on pense qu'il faut intervenir dès 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'est sûr qu'il faut s'occuper de sa santé à tout âge. Mais avant, les personnes sont moins motivées qu'à 50 ans. Et si on veut faire la prévention, il faut qu'il y ait une motivation. Et la motivation, elle est forte à partir de 50 ans. Les gens s'aperçoivent que la vie passe vite, et plus vite qu'ils ne pensaient, et ils sont intéressés pour garder une longévité en bonne santé. Et d'autre part, c'est à 50 ans, vous le voyez ici, qu'il y a une cassure avec l'apparition des pathologies liées avec l'avance en âge, et qu'il y a également cette perte de fonction qui débute dès 50 ans. On commence à perdre la vue entre 40 et 50 ans, vous l'observez tous. La mémoire et l'audition commencent à baisser entre 50 et 60. La vitalité et la mobilité entre 60 et 70 ans, puis tout s'accélère. Donc notre but, c'est d'avoir un maximum de réserve et de diminuer cette accélération. Et si la médecine va dans ce sens, on peut y arriver, la médecine avec tout ce qu'il y a autour, le social et l'environnemental. Donc nos recommandations qui ont été validées hier dans cette académie, c'est 1. Maintenir la capacité intrinsèque à l'aide d'outils digitaux et d'une approche intégrée. Donc là, on a les moyens, il y a une généralisation en France. Mais la généralisation, il ne faut pas attendre qu'on nous dise de faire les choses. Il faut chacun agir là où on y arrive. Ce n'est pas le gouvernement qui va dire faites ça, faites ça. Si ça marchait, il le saurait. Ce qui marche, c'est que chacun, on puisse adapter. Pourquoi est-ce qu'on a fait le MMS ? Ce n'est pas le gouvernement qui nous a dit de faire le MMS. On s'est dit, c'est les progrès de la médecine qui nous ont dit de le faire. Pourquoi est-ce que certains centres sont allés vers la maladie d'Alzheimer ? Parce qu'après, le gouvernement, il arrive après, et c'est normal, pour appuyer ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc il faut maintenir la capacité intrinsèque. Après, il faut faire, le second slogan, c'est de ne plus mourir d'une maladie qu'on peut prévenir ou qu'on peut guérir si on a fait un diagnostic précoce. Et là, c'est les vaccinations. Les vaccinations, c'est complexe, parce que c'est la vaccination contre le Covid, contre la grippe, contre le VRS, au niveau du pneumocoque, au niveau du zona, plus tous les rappels tels que le tétracoque. Si on n'est pas dans une organisation spécifique, les gens ne le font pas. Et l'approche clinique de la longévité peut donner un cadre à ce niveau-là pour y arriver. Et enfin, repérer les pathologies liées au vieillissement à un stade précoce où on peut agir, que ce soit le dépistage de certains cancers, des maladies cardiovasculaires, etc. Et enfin, intégrer les progrès de la gyroscience à venir. On dit qu'actuellement, vis-à-vis de la gyroscience, on n'a pas de marqueurs biologiques ou des gyroprotecteurs suffisamment validés pour le recommander. Donc on dit on n'en recommande pas, ce n'est pas la peine d'aller payer des cloques épigénétiques, des cloques inflammatoires ou autres à ce stade. Mais par contre, continuons la recherche parce que ça va arriver et on aura des mises à jour quand cela arrivera. Et sans doute qu'une révolution sera notre carte vitale, elle nous donnera peut-être dans quelques années notre âge biologique plutôt que notre âge chronologique. Déjà, il faudrait qu'elle nous donne le score de capacité intrinsèque. Donc, c'est des éléments sur lesquels on travaille. Donc, c'est dans ce cadre qu'a été créé l'IHU Health-Edge, qui a 7 piliers. Le premier pilier, c'est aider au développement d'ICOP en tant que centre collaborateur de l'OMS et en lien avec l'OMS. Deuxième pilier, c'est les cohortes pour mieux comprendre le vieillissement, la cohorte humaine de 1100 sujets qu'on suit pendant 10 ans pour travailler sur la biologie, mais aussi des cohortes de souris, 1400 souris qu'on a suivies pendant 2 ans, des colonies de killifish, qui sont des poissons qui vivent environ 6 mois, pour travailler sur l'omics. Ensuite, des travaux plus spécifiques de recherche fondamentale sur les T-cells, sur l'apeline, la mitochondrie, le tissu adipeux. Le RCT-ICOP dont je vous ai parlé, une plateforme de drug trial dans la gyroscience dont s'occupe le professeur Yves Roland, pour lequel on a été sélectionné pour le X-Prize. Le prix X, c'est ce qui, aux États-Unis, a permis le développement de l'aéronautique. Il y a 20 ans, il y avait la NASA qui développait l'aéronautique, et cette fondation a donné un prix de 100 millions de dollars pour stimuler des entreprises dans ce domaine. Et maintenant, ils ont pris comme thème la longévité en bonne santé, avec un prix de 100 millions de dollars pour l'équipe qui arrivera à maintenir la mémoire, la mobilité et le système immunitaire. 600 équipes ont candidaté, 40 ont été retenues, dont notre équipe, et a été réalisé un programme ICOP Intense qui essaie de démontrer comment est-ce qu'on pourra agir sur la biologie du vieillissement. Et le professeur Roland a pu terminer l'essai dans les temps. Donc on espère pouvoir, à la seconde étape et la troisième étape, on est loin du prix, hein, mais on avance. Le comité scientifique de l'IHU Health-Edge et les différents partenaires de l'IHU, qu'ils soient institutionnels ou industriels, afin de travailler tous ensemble
vers une longévité en bonne santé. On n'y arrivera pas seul, il faut travailler tous ensemble.